va pouvoir parler un petit peu de cette fameuse Nikon ZR, on dit la ZR puisqu'il s'agit d'une caméra. C'est le premier produit 100% vidéo de Nikon qui vient s'inscrire dans cette fameuse gamme Z Cinema dont on va pouvoir reparler. Comme vous le voyez, le titre de cette conf c'est prendre en main la Nikon ZR. Je suis plutôt bien placé pour vous en parler parce que moi j'ai une expérience en tant que vidéaste. J'ai rejoint Nikon depuis quelques temps maintenant, ça se voit à mes chaussures, elles sont jaunes et c'est pas pour rien. Prendre en main la Nikon ZR, je vais pouvoir vous présenter un peu deux types de workflow, parler un petit peu des différents usages de cette caméra et rentrer dans le détail de celle-ci. Alors pour en parler de la ZR, faut d'abord parler de RED, le rachat de RED par Nikon en mars 2024. Ce rachat, il fait suite à une volonté de Nikon de se lancer dans la vidéo et c'est un rachat qui fait sens. RED, on ne les présente plus, ils sont à l'origine d'énormément de films dans le sens où leur matériel est utilisé au cinéma. On est sur un matériel qui est bien plus professionnel et bien plus cinéma que ce que savait faire Nikon jusqu'ici. Un RED, c'est aussi et surtout une color science très particulière dont on va rediscuter au niveau des skin tones notamment, les skin tones donc les teintes de peau, mais aussi au niveau des nuances de bleu, etc. C'est cette teinte très cinéma qui est propre à ces constructeurs tels que Arri, RED, etc. Chacun a leur patte et on va la retrouver dans notre caméra. Avant d'attaquer les menus, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir. Tout simplement notre capteur. Notre capteur orienté vidéo. On récupère celui du Z6 III avec encore une fois le même processeur. Un processeur et un capteur qui ont moins d'un an, de 24,5 millions de pixels. C'est un choix de ne pas avoir plus de millions de pixels. En vidéo, on cherche du détail, mais on cherche avant tout de la luminosité. Plus on a de pixels sur un capteur d'une même taille, moins on va avoir de taille pour nos photosites qu'il compose et donc moins de lumière va rentrer. Un capteur semi-empilé, donc vous le savez peut-être ou non, la technologie d'empilation d'un capteur, c'est ce qui va permettre de réduire le rolling shutter. C'est cet effet quand vous bougez votre caméra qui va donner vraiment une diagonale très très moche. Et cette techno-là, elle va nous permettre justement de réduire le rolling shutter. Donc chez RED, vous avez ce qu'on appelle du global shutter, c'est-à-dire que toute l'information est imprimée sur votre capteur en simultané. Chez nous, on a du semi-empilé, donc qui est encore une meilleure technologie que le CMOS de base. Au niveau des résolutions et des cadences, on peut aller jusqu'à de la 6K60 avec cette caméra, en passant par de la 1080-240p et en passant aussi par de la 4K120, qui sera le seul format sur lequel on aura un crop factor. Je reviens aussi sur l'autofocus, rapide, précis, vous vous en doutez. On se retrouve avec la technologie des couleurs de RED, mais avec un autofocus qui est performant. C'est une première aussi pour RED dans ce sens-là, puisque RED n'a jamais eu la chance malheureusement d'avoir eu des autofocus performants, même si comme je le disais, cette caméra s'inscrit dans la gamme Z Cinema, gamme qui est composée donc de la ZR, d'optiques ciné, mais aussi des RED Komodo et Raptor en monture Z. Ça fait partie des premiers fruits de la collaboration Nikon et RED. Je vais donc vous présenter deux types de workflow. Un premier plutôt handle, ce que j'appelle pour les solo filmmakers, donc les personnes qui ont un besoin plutôt run and gun. Je vois Roland qui me fait des signes derrière. Un workflow du coup plutôt run and gun, c'est-à-dire on sort la caméra, on l'équipe à peine, on est prêt à shooter. C'est un des gros avantages de cette caméra, c'est justement ce prêt à shooter tout en un. On a en interne tous nos codecs, on a du 32 bits, je vais revenir en détail là-dessus, mais aussi je vais vous présenter justement une configuration un petit peu plus lourde, donc typée ciné, quand on veut équiper notre caméra, quels paramètres choisir, etc., etc. Donc dans un premier temps, on va passer sur le boîtier, donc hop. La technologie, c'est beau. Regardez comme vous êtes beau. Alors, cette caméra, elle nous propose plusieurs codecs que je vais vous présenter tout de suite. Comme vous le voyez, on a du NRAW en 12 bits, du R3D en 12 bits et du ProRes Go HQ en 12 bits. Sur ces trois codecs, vous avez donc les courbes log qui sont associées à ces formats RAW. Le Nlog pour le ProRes et le NRAW donc, et la courbe log 3G10 qui est la courbe propriétaire de RED pour le R3D NE.
petit rappel, on va venir un petit peu plus en détail grâce au slide sur ce qu'est justement le log et quel est l'avantage de ce fameux R3D. Mais qu'est-ce qu'un fichier RAW contrairement à un simple log? Le log, c'est un profil colorimétrique qui va permettre d'appliquer une courbe plate qui va permettre de préserver les couleurs. Le RAW, c'est vraiment une extension de fichier qui va, quant à elle, garder toutes les informations brutes prises par le capteur. Quand vous rentrez votre fichier RAW dans un logiciel de montage type DaVinci Resolve, vous avez par exemple, comme possibilité, le changement des ISO en post-production. Voilà, c'est pour vous donner une idée d'à quel point ça augmente le confort de cette manœuvre. Faut pas que je reste trop longtemps dans le menu, sinon ça va se mettre en veille. Donc, vous avez donc ces trois options qui sont du coup des options un peu plus lourdes, qui vous permettent beaucoup plus de manipulation en post-production, mais qui viennent aussi vous prendre un certain espace de stockage. Aussi, vous avez accès donc à du ProRes 422HQ en 10 bits, toujours associé au Nlog, H265 10 bits en Nlog, H265 et H264 8 bits, cette fois sans log. Donc c'était ce premier point. Si je me permets de faire ça, clac, et de revenir là-dessus, vous avez vu un petit peu les codecs, ça c'est quand on filme en log. Mais admettons que moi je sois un débutant en vidéo et que je veuille profiter avec simplicité de la color science, donc de la science des couleurs de Red, ou même d'autres de par ailleurs. Comment est-ce que je peux faire ça? Nikon a développé ce qu'on appelle les picture control vidéo. Qu'est-ce que ça représente? Ceux qui sont habitués à l'écosystème Nikon en photo connaissent déjà ce système. C'est ce qu'on associe aux fameuses recettes. Ce système permet sur une sortie vidéo H265 ou H264, c'est-à-dire une sortie en Rec 709, c'est l'équivalent du sRGB ou du Adobe RGB pour mes photographes, ça permet d'appliquer ce filtre directement sur la sortie en H264 ou H265. C'est-à-dire qu'on va avoir le look sans avoir un fichier log plat, donc sans avoir besoin de l'éditer. Cette option-là, elle vous permet de charger jusqu'à 10 picture control, dont 9 qui ont été faits par Red d'ailleurs, mais sachez qu'il y en a une possibilité bien plus grande que ceux juste faits par Red. Tous nos créateurs en mettent à disposition sur le Nikon Cloud, et vous pouvez créer même les vôtres par NX Studio, qui est un logiciel by Nikon par exemple. Donc si je vous montre un petit peu comment ça se passe, hop, on revient dans les menus. Vous voyez, ici, on est sur les menus vidéo, tout simplement, et vous avez une option régler le picture control. Vous pouvez venir choisir vos picture control standards, etc. Clac, 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 c'est tous ceux auxquels vous avez accès, sont vos filtres. Et à la fin, vous avez ceux personnalisés que vous ajoutez. Si vous êtes directement sur la caméra et que vous souhaitez le faire en accès rapide, vous y avez accès par le petit raccourci juste ici à gauche. Donc pour vous informer, j'ai cliqué sur le bouton en haut à gauche à côté du rec, qui revient au bouton menu, c'est le même raccourci, et en haut à gauche. Voilà. Donc ça, si vous avez besoin d'être sur un setup léger, que vous voulez juste avoir une configuration de base, je peux vous conseiller d'utiliser les picture control. Clac, on revient ici. Maintenant, on va passer un petit peu plus dans le dur. Accrochez-vous, sur cette partie-là, ça va être un peu plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on gère l'exposition d'un log et plus précisément des RAW, surtout du coup dans le cas d'utilisation du R3D, qui est le RAW le plus intéressant qu'on ait sur cette caméra, puisqu'il est le fruit justement de notre union avec Red. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est qu'en vidéo, on n'expose pas de la même manière qu'en photo. On va avoir tendance à utiliser nos ISO natifs sans aller les pousser de trop pour justement récupérer le maximum de plage dynamique. Alors la plage dynamique, c'est quoi? C'est la latitude de contrôle que vous avez en post-production sur vos hautes, vos basses lumières et sur vos couleurs. Ça s'exprime en stop, donc comme l'ouverture ou autre. Pourquoi on l'exprime en stop? On va dire qu'on a une plage dynamique de plus de 15 stops, parce que vous voyez, l'écart de récupération entre l'exposition neutre, la sous-exposition et la surexposition est de 15 stops. Voilà. Donc justement à l'ISO natif, à 6400.
Donc ça veut dire que vous pourrez en théorie récupérer jusqu'à, allez, on va dire 6 ou 7 stops quand vous êtes sur X, ou 6 ou 7 stops quand vous êtes sous X. Vous pouvez récupérer vos hautes et vos basses lumières. Ce qui est très important en vidéo, typiquement si vous faites un contre-jour, que vous voulez pouvoir récupérer de l'information sur votre sujet sans avoir à cramer votre ciel, sans le faire clipper, bah vous allez justement profiter de cette plage dynamique. Et c'est, je pense, la vraie force de ce fichier-là, avec justement sa courbe colorimétrique, donc le log 3G10, ce que j'expliquais juste ici. Vous voyez, la courbe est très plate. Ça vous donne une image comme ça quand vous enregistrez. Mais une fois que vous la traitez, vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. Parce que justement, vous gardez toutes vos informations de couleur. Là, vous le voyez pas très bien de là où vous êtes. Mais vous voyez ici, vous avez un spectre colorimétrique qui représente du coup le Rec 709 pour le triangle le plus petit que vous voyez là. Et le plus grand triangle, le bleu, c'est l'espace colorimétrique qu'on utilise avec le log 3G10 et le Red White Gamut. C'est-à-dire que vous avez 68 milliards de couleurs, parce que c'est des billions. Vous avez 68 milliards de couleurs, donc des couleurs que vous ne voyez même pas à l'œil nu. Et l'utilité de ça, c'est que vous pouvez aller les récupérer pour les ramener dans votre espace, pour justement les utiliser comme vous le souhaitez en fait. Avoir le look que vous souhaitez. Je reviens rapidement sur ce petit graphique un peu terrifiant. Il y a ce qu'on appelle un dual ISO. Alors le dual ISO, ici, il est natif, c'est-à-dire que vous avez deux circuits d'alimentation sur votre capteur. Votre capteur, il peut très bien fonctionner sur son ISO, ce qu'on avait appelé l'ISO bas, ou sur l'ISO haut. Et je vais vous montrer tout de suite. En fait, vous avez un menu dédié dans la Nikon ZR. Clac. Vous avez un menu dédié. Regardez. Là, je suis en red code, donc le fameux codec red. Quand je vais gérer mes ISO, j'ai le choix entre low et high. Hop, alors je vais les remettre correctement. Pam. Mais du coup, entre low et high, ça va vous changer votre circuit d'ISO. C'est-à-dire que quand vous êtes à votre ISO natif bas, qui est donc de 800, c'est la valeur à laquelle vous aurez le moins de grains à l'image et la valeur à laquelle vous aurez la meilleure plage dynamique. Et cette valeur, elle passe à 6400 quand vous êtes sur le circuit haut. Alors ça vous empêche pas de venir, quand vous êtes sur la sensibilité basse, de venir mettre à 500 ou à 1000, mais ça veut dire que là où vous aurez le meilleur résultat, c'est à 800. Voilà, et ça, c'est ce que j'exprime justement avec le graphique que vous voyez là. Assez parlé de l'image. Vous avez compris qu'elle était belle. Il y en a d'autres, hein, des codecs. Il y a aussi le Nro, l'Apple ProRes, qui est plus lourd mais très plébiscité. C'est des codecs qui permettent de diffuser sur plein de plateformes. J'ai envie de vous dire, à chaque utilité son codec, dans la mesure où le Redcode, c'est bien, c'est beau, mais c'est lourd. Je vous le dis comme ça, j'en avais déjà parlé avant, je vous l'ai montré dans le boîtier. Vous avez des codecs plus légers qui répondront à d'autres besoins. Mais par contre, le son, en toutes circonstances, on a envie qu'il soit clair, qu'il soit précis et surtout qu'il soit maniable. Dans ce boîtier, vous avez du 32 bits flottant en interne. Pour le coup, c'est une première mondiale et je fais pas le vendeur en disant ça, c'est réel. C'est la première fois qu'un boîtier de cette gamme-là l'intègre en interne. Le 32 bits flottant, c'est quoi? C'est le RAW, mais de l'audio. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez votre schéma ici, vous enregistrez en 32 bits flottant. Si vous l'aviez enregistré en 24 bits, ce que font les trois quarts des boîtiers en interne, votre surface, elle est écrasée. Parce qu'en fait, vous venez clipper. Si vous venez être trop bas dans votre son, ou au contraire trop haut, vous venez taper donc le son, c'est-à-dire que vous venez le clipper, ça va être irrécupérable, vous venez le saturer. À l'inverse, s'il est trop bas, ça revient au même. Le 32 bits flottant, vous pouvez pas faire saturer du son. C'est-à-dire que vous pouvez venir l'écréter, vous pouvez venir justement le traiter sans écrétage après coup, et vous voyez, il y a une énorme modularité dans votre waveform, ce qui veut dire que, exemple concret, vous êtes dans un concert. Vous êtes dans un concert, vous souhaitez faire justement une captation, vous vous retrouvez près de l'enceinte, vous vous retrouvez éloigné de l'enceinte, le son varie. Vous n'avez pas à gérer votre gain en permanence. Votre gain, vous pourrez le traiter en post-production. Je vais donc vous montrer comment on active ça. Et en parlant de waveform, je vais revenir sur un petit point aussi. Alors, clac. Comment est-ce qu'on active le 32 000 flottant? Bah c'est tout simple, dans le menu vidéo, vous allez en bas,
Et là, 32 bits flottants, oui ou non. C'est aussi simple que ça. Mais je voulais vous parler d'un truc. Je vous ai parlé des menus d'accès rapide de ce boîtier. Sachez que toutes les touches que vous voyez ici ne sont pas configurables. En revanche, tout ce menu-là l'est. Vous mettez ce que vous voulez. Et bien, dans ce menu-là, vous avez accès au waveform que vous pouvez activer ou désactiver. Vous avez aussi accès au View Assist. Alors vous n'allez pas voir la différence parce que vous êtes en HDMI, mais le View Assist, c'est ce qui me permet, moi, pour bien exposer mon log, donc l'image, d'avoir justement un rendu, une prévisualisation, une surcouche qui ne sera pas là à l'export, d'avoir justement un espèce de filtre, si vous voulez, une LUT de conversion, directement intégrée dans l'écran. Alors, ça va pas trop vous parler comme ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'écran il est énorme. On est sur un écran de 4 pouces. On a tous les enregistrements qui se font en interne. C'est-à-dire que on a tous les codecs en interne, on a le 32 bits flottant en interne, on a un grand écran, et on peut mettre des LUT de prévisualisation. Donc en fait, on peut se passer d'un enregistreur externe, littéralement. On n'a pas besoin d'un enregistreur de son externe, on n'a pas besoin non plus d'un enregistreur vidéo externe. On peut tout faire à l'écran, et on peut directement venir charger ses propres LUT, je vais vous le montrer tout de suite, pour avoir la prévisualisation. Donc quand vous allez dans les réglages personnalisés, vous avez les menus G qui sont les menus vidéo, et là vous avez plein d'options qui sont géniales. La première que je voulais vous montrer, c'est l'angle d'obturation au lieu de la vitesse. Pour tous ceux qui font de la vidéo, vous le saurez, c'est un choix pratique, ça permet de pas avoir à doubler quand on change sa fréquence d'image, ça évite de devoir changer sa vitesse d'obturation. Donc on peut rester en angle pour du coup ce que j'appelle exposer à l'intention et non pas exposer à la lumière. On peut utiliser l'aide à l'affichage, donc ce fameux View Assist, qui vous permet donc d'avoir une LUT de prévisualisation pour ne pas avoir une image grise. Et dans ce View Assist, on peut venir sélectionner la LUT en question. Et comme vous le voyez, on peut importer des LUT. On peut importer les LUT RED, on peut importer les LUT Nikon, on peut importer vos propres LUT que vous créez, toutes les LUT qui sont en extension .cube. Et je vous parlais d'autre chose. Je vous parlais du waveform. Je vous disais qu'il était pratique pour exposer. Mais ce waveform, vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de le laisser en petit. Dans le menu G19, vous voyez ce que je viens de faire. Vous avez l'accès au waveform ou à l'histogramme. Et quand vous êtes sur le waveform, vous pouvez le mettre en grand. Ce qui veut dire que là, quand vous arrivez sur votre image, il va être en transparence et vous pouvez l'utiliser pour exposer. Donc en fait, avec tous ces outils, on peut littéralement se passer d'un enregistreur externe. Donc, on est venu sur le son, on est sur la vidéo. Je vous ai dit que si vous étiez débutant, c'était un bon boîtier puisqu'il avait des filtres qui vous permettaient de l'utiliser quand même. Mais du coup, il a quand même quelques défauts ce boîtier, on est d'accord. Je sais ce que vous allez me dire. Le micro HDMI, tout ça. Il est vrai. Mais par contre, on a un grand panel d'accessoirisation. Et ça, c'est le propre du form factor. Parce que en réalité, vu qu'on est sur un boîtier qui est petit, qui est compact, on peut le mettre où on veut. On peut en faire ce qu'on veut. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de grip, on peut en rajouter un. Vous trouvez que l'HDMI il est mauvais, c'est pas grave, on peut mettre un HDMI type A, il suffit de le renforcer. On a des clamps dédiés. Sur mon boîtier, ce que j'utilise. J'ai un retour HF avec un micro HDMI, là, ça marche très bien. Vous avez des poignées externes, etc. Pour mes furus de son, on a évidemment un Tascam qui va arriver bientôt. Et on a aussi un micro qui sort en même temps que le boîtier. Donc le MED10, c'est un micro by Nikon qui vient justement profiter de la technologie de 32 bits flottants qui est disponible par la griffe, puisque sur cette caméra, vous avez une griffe de connectique sur la griffe flash. Donc sans fil, vous venez le plugger et ça fonctionne d'office. Je mets un petit point d'honneur sur ce que vous voyez là. Alors c'est un peu une hérésie, c'est une des rares fois où on va commencer à vous parler de ça chez Nikon. Ce que vous voyez là, c'est une Megadap. Une Megadap, c'est quoi? La Megadap, c'est une bague d'adaptation, donc ici de monture Sony vers Nikon Z. Cette bague, en fait, elle profite de l'avantage de la monture Z, qui est le très faible tirage mécanique. Vous êtes à un tirage mécanique de 20 mm, c'est-à-dire que le capteur est très proche du bord. Donc si vous voulez monter d'obs optiques, en fait, il n'y a pas de déformation. C'est adaptable très facilement.
toutes les optiques sont compatibles sur de la monture Z avec la bonne bague. Donc on en parle aussi, pourquoi? Parce qu'on sait que Nikon est nouveau dans la vidéo, on sait qu'on n'est pas les pionniers, par contre ce qu'on sait c'est qu'on fait des choses et qu'on les fait bien. Et cette bague-là, elle permet d'utiliser beaucoup de choses sans avoir à tout changer dans un premier temps. Eh bien écoutez mesdames, messieurs, finalement on a pris un peu de temps, hein. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez les moindres questions. Merci, merci.